Alors Louis, comment ça va déjà pour commencer? Bah écoute, ça va. Tranquille? Ça va, la forme. Enfin, un peu fatigué, mais ça va. Si, c'est le tas ça. Ouais, travail, charbon, hein. Ça travaille fort au Japon. On sort de la grosse période là. Yes, C'est assez touristique, les sakura, tout ça. si. Et ouais, un peu fatigué, mais Si. ça va. Fais-nous une petite présentation de toi et de ton activité à Tokyo. Bah du coup, Louis, j'ai 30 ans. Je suis au Japon depuis bientôt 7 ans. Et j'ai un business dans le tourisme. Alors c'est un peu niche, c'est sur la culture automobile. Yes. Donc on organise des expériences autour de cette culture, la culture automobile japonaise. Si. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, hein. Ouais, c'est ça. M'a donné l'opportunité de m'emmener avec Daikoku. C'était bien sympathique. Et donc, comment es-tu arrivé au Japon et avec quel visa? Alors la première fois, je suis venu en touriste d'abord en 2017 via des amis qui m'ont emmené on est venu juste 10 jours la première fois. Yes. Et après, je suis un peu tombé amoureux de l'endroit et un an après, je suis revenu en PVT, une permis vacances-travail, Ouais. qui te permet de venir un an et de travailler, ou pas d'ailleurs. Et voilà. Quel apprentissage t'as eu pour la langue? Alors ça a été un peu compliqué, c'est un peu les montagnes russes, le japonais et moi. Pendant 2-3 ans, j'ai pas fait grand-chose. C'était plus vraiment la survie, quoi. Je crois que j'ai fait 1 mois de cours en arrivant, Ouais. mes premières semaines au Japon, et c'était en gros, j'ai vécu 3 ans sur le mois d'école de japonais que j'ai fait au début. Si. Donc c'était vraiment une survival course, c'était genre t'apprenais juste des phrases pour demander un taxi, Yes. ton chemin, des trucs comme ça, et pendant 2-3 piges, je suis un peu resté là-dessus. Après j'ai fait un an d'école de japonais, Yes. ça c'était en 2023 je crois. Où là j'ai beaucoup plus bossé là, du coup la grammaire, les kanji, etc. Et du coup depuis ce jour-là, ma compréhension s'est vachement améliorée, j'arrive à lire un peu. Et dans la vie de tous les jours, j'ai un peu moins de mal à me servir du japonais. Après, je suis loin d'être fluent. Yes. Je suis entre JLPT 3 et 4, si ça parle à des gens. Ouais. J'ai validé le 4 et en gros, je devais passer le 3 là en juillet, la prochaine session. Ça t'a permis d'étendre le visa aussi, de faire l'école, ou t'as même pas essayé de bénéficier de ça? C'était en vrai, pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, j'avais commencé mon business, c'est quand on s'est rencontrés à peu près, Ouais. la première fois. Donc j'avais un peu commencé mon business et j'avais des petites galères de visa avec ça. Et l'école, ça m'a aussi servi à... En fait, c'était le bridge entre le visa que j'ai maintenant, on en parlera après, je pense, et le visa que j'avais à cette époque-là. Et en fait, j'avais besoin d'1 an pour... Yes. Et je me suis dit, bah, une pierre deux coups, tu vois, autant apprendre un peu la langue, enfin, perfectionner, quoi. Et avoir un visa, une extension de visa d'1 an qui me permet de développer mon business moi à côté, quoi. Yes, parfait. Si. Comment t'es venue l'idée de faire les tours à Daikoku, du coup? Alors, L'idée ou l'opportunité, hein. en fait, c'est un truc que nous, on faisait entre potes. Enfin, il y a quelques années de ça déjà, on allait juste pour le plaisir d'aller sur place, etc. Ouais. On allait un peu rouler dans Tokyo. C'était plus un truc de ride au début, tu sais. On mettait un peu de musique, on jouait des caisses un peu marrantes, on allait rouler sur la C1 à Daikoku et tout. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont montré aussi des trucs. Et après, à cette époque-là, je bossais dans une boîte qui faisait... c'était un taf de bureau. Ouais. Qui me plaisait pas des masses. Et en fait, je cherchais un truc à faire à côté, quoi. Et les frontières venaient de rouvrir à cette époque-là. Et je me suis dit, t'as une plateforme qui s'appelle Airbnb Experience, en gros, Yes. qui permet de poster des tours, des expériences dessus. Et j'ai posté mon expérience dessus et en mode juste, on va faire une ride dans Tokyo et on passe sur les spots un peu, tu vois, les plus connus, entre guillemets, de la scène et tout, donc de la car culture. Yes. Et au final, j'ai posté sur Airbnb et ça a pris, quoi, ça a marché bien, tu vois. Et ça a démarré comme ça, mais c'était vraiment un truc à la base, c'était juste censé être, tu vois, un truc que je faisais à côté. Comment dire, side hustle, tu vois. C'était vraiment le truc de juste me faire kiffer à côté et ça a pris, donc... D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai trouvé en vérité, hein. C'est sur Airbnb, et
J'avoue que c'est quand même assez pratique de pouvoir trouver ce genre d'expérience sur Airbnb. C'est plus facile quand on connaît pas du tout la culture et les gens à Tokyo de pouvoir trouver ça sur Airbnb. C'est vraiment une facilité en plus quoi, pour les touristes. Comment s'est développé ton business par la suite? Alors au début, en fait, pendant longtemps, j'ai pas trop développé le truc dans le sens où j'étais tout seul dessus. C'était aussi des problèmes de visa, etc. Où je pouvais pas créer une société, machin. Donc en fait, j'étais en free et je bossais juste tout seul. Et du coup, en fait, j'avais de plus en plus de bookings parce que c'est un système de rating sur Airbnb, de review. Et en gros, à force d'avoir, j'avais de plus en plus de bookings, quoi. Donc en gros, je bossais 4-5 fois par semaine et ça s'arrêtait là, tu vois. Je pouvais pas aller. Et ça ne m'intéressait pas vraiment de développer des trucs. Et après, donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, un peu en mode free, 1 an et demi. Et après, le développement, c'était de créer la société, de faire bosser aussi d'autres gens, de développer d'autres expériences autour de la car culture, de faire un peu de prod vidéo, un tout petit peu de merch, tu vois, ce genre de truc. Petit à petit, développer un peu une DA, les réseaux sociaux, poster un peu de contenu, voilà, c'est ça en fait. C'est juste créer une marque entre guillemets, tu vois. Ouais. Et avoir une DA claire, un truc qui tient la route, quoi. Yes. Développer un branding et... Si. C'était un peu ça l'idée. Du coup, ça t'a amené jusqu'où de ce développement de tout ça? Bah là, en vrai, ça fait pas tant que ça que je bosse là-dessus. Et là, j'ai un peu plus d'abonnés sur Insta. J'ai développé donc mon propre site aussi, comme ça je peux passer en direct, je suis pas obligé de passer que par des tierces comme Airbnb, Get Your Guide, machin. Et du coup c'est cool, tu vois, j'arrive à avoir une bonne part de ma clientèle sur mon propre site. Yes. Donc comme ça je suis libre un peu de ma communication et des expériences que je veux faire, tu vois, qui n'ont plus besoin forcément d'être validées par une tierce personne. Ouais. Et donc du coup ça m'a permis, tu vois, de développer d'autres expériences plus axées sur d'autres choses comme le drift ou ce genre de choses, tu vois. Où là j'ai l'occasion de faire un peu ce que je veux, quoi. Et puis après le kiff c'est d'acheter des voitures, faire bosser des gens, tu vois, ça tue, tu vois, d'avoir de plus en plus de clients et puis pouvoir faire tourner un petit convoi, plusieurs caisses un peu cool. Ouais, la next step, c'est ça, tu vois. Ici, ça t'amène quand même une économie réelle et tu as de quoi vivre tranquillement à Tokyo et tout en faisant ton kiff tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Après, quand j'étais en freelance, si on parle juste d'argent, c'était plus bénéfique pour moi parce que maintenant que j'ai la société, forcément, il y a plein de trucs que tu déclares, tu payes tous les comptables, les avocats, les trucs à chaque fois, les assurances, les machins, ça coûte ultra cher. Mais t'as le kiff du travail bien fait, tu sais, où t'es dans les clous et tu peux faire bosser des gens et tu peux avoir de l'investissement aussi parce que t'as une société, un truc, tu vois. Donc ça, c'est un vrai kiff. Et t'as ton visa aussi, tu vois, tu te fais ton visa toi-même, tu te sponsorises toi-même, mais c'est un truc ça dont je suis assez fier, tu vois. J'ai toujours galéré avec les visas. Et là, bon, ça veut pas dire que j'ai pas galéré, j'ai encore galéré pour l'avoir celui-là, mais là je viens de choper mon visa business manager. Et c'est un vrai kiff, tu vois, c'est vraiment, pour l'avocat m'a aidé, bien sûr, tu vois, c'est lui qui a fait le dossier, mais je veux dire, c'est par mon travail, entre guillemets, on a fait, tu vois, le truc tout seul, quoi. Ouais. Ça tue. En vrai, ça tue de pouvoir obtenir un visa comme ça sur la base de ton travail à toi personnellement. C'est vraiment, je pense, un aboutissement qui doit être assez enrichissant. Ultra gratifiant, ouais. C'est très gratifiant et pour toutes les personnes qui vivent pas qu'au Japon, à l'étranger, les visas c'est toujours c'est la première chose de laquelle tu dépends, tu vois. Indépendamment de ton taf, de tout ce que tu veux, c'est le visa avant tout, tu vois. Ouais. Si t'as pas, c'est vraiment la base. Justement, la prochaine question, on a déjà un peu répondu, je pense, mais les démarches administratives, du coup, c'était une galère ou finalement ça s'est fait avec l'aide des avocats et choses comme ça? Pour le visa, tu parles ou Ouais, même de manière générale, en fait, pour la boîte et le visa, quoi. Alors là, on entend souvent parler du problème des démarches administratives avec la barrière de la langue, ces choses-là, le fait que le pays soit très procédurier aussi. Et du coup, voilà, quoi, ton retour là-dessus, ce serait quoi? Écoute, pour la création de la société,
je me suis pas occupé de grand chose pour être honnête. C'était que des rendez-vous d'avocats et de trucs quoi. Yes. Donc ça m'a juste coûté de l'argent, c'est juste ça faut poser les ronds. Mais en soi, si tu le fais tout seul, machin, ça se fait aussi. Hein. Ouais. C'est pas plus compliqué qu'ailleurs. C'était assez rapide. Juste pour créer la société, tu peux mettre un yen et t'as ta société. Alors quand t'es étranger, c'est un peu galère, c'était plus les trucs de banque et tout, tu vois. Genre créer une société, avoir un compte en banque d'entreprise quand t'es étranger, c'est un peu un enfer. Donc en fait, en règle générale, t'as un prête-nom japonais qui se met, qui crée la société pour toi, qui crée le compte en banque et après il te met chef de la société. Enfin, il te met. Ok. Voilà. Mais nous, on a fait comme ça, tu vois. Ça veut dire que là, dans ma société, il y a, je suis le gérant, enfin le chef d'entreprise, enfin le CEO quoi. Ouais. Et j'ai encore une personne japonaise, celle qui a créé le compte en banque, etc., qui est en directeur, tu vois. Ok. Mais c'est juste un prête-nom. Ouais. C'était pour pas avoir trop de problèmes au début dans les démarches et c'est très courant ici. Ouais. T'as des Japonais qui sont prête-nom pour genre 20 boîtes, tu vois. Ouais. Et c'est très très courant. Ouais, c'est bon à savoir ça. Si. Et pour le visa, le visa c'était un enfer. Mais parce qu'on est dans un milieu où c'est un peu particulier, le truc tourisme, machin. Et du coup, ça a été un peu une galère. Je me suis fait refuser le visa une fois. Et en gros, pour te donner un ordre d'idée, donc j'ai fait la demande en octobre. Et donc j'ai eu le visa là il y a 2 semaines. On est en mai, tu vois. Ouais. Et quand t'as plus de visa au Japon, j'avais encore le visa, j'étais en attente, tu vois. Ouais. Mais ça veut dire que ton compte en banque il est gelé. Tu dois aller à la banque pour demander du cash, tu vois. Pendant 4 mois, 5 mois, c'est épuisant, tu vois. Tu m'étonnes. C'est aussi pour ça que je te dis que je suis fatigué, c'est parce que ça m'a rincé le truc. Là, ça va, tu vois, j'ai tout repris, tout est passé une grosse étape. Ouais, mais c'était l'enfer. Infernal, je pouvais pas sortir du pays. Ah ouais, du coup ça. Ils avaient mon passeport et tout. Ah d'accord. J'avais plus de visa. En fait, si je sortais du pays, toutes les procédures recommençaient au début et tout. C'était un enfer. Ouais, c'était une galère. Ok. Mais ça y est, c'est fini. Ouais, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est un investissement, mais voilà quoi. C'est une construction qui se fait avec le temps et sur le long terme, c'est le mieux, tu vois. ça payera à la fin quoi. C'est ça. Comment se passe la vie sociale pour toi au Japon? Est-ce que tu as eu des difficultés à rencontrer des locaux? Est-ce que tu as eu des avantages avec ce qu'on appelle le Gaijin Pass? La communauté francophone aussi, un peu tout ça quoi. Alors sur le volet, vu que c'est ce que tu as mentionné en dernier, je vais commencer par ça. Pour le volet communauté francophone, il y a une énorme communauté francophone qui est alors pas super soudée si tu compares à d'autres nationalités. Où j'ai l'impression il y a des nationalités qui sont beaucoup plus soudées que nous. Nous, c'est plein de petits groupes, tu sais, en fonction du taf, de l'industrie, donc c'est un peu éparpillé comme ça. Et après, mais il y a une grosse communauté francophone à Tokyo, je crois qu'on est le 6e ou le 7e. Ouais, quand même. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas on est dans le top 10. Ok. À vérifier, mais. Yes. Et on doit être le 3e pays d'Europe. T'as les Britanniques qui sont plus nombreux que nous, et je crois qu'on est les 2e. Bon bref, à vérifier. Yes. Donc du coup, t'as quand même une grosse communauté. Et après, ils organisent plein de trucs aussi. T'as pas l'ambassade, mais c'est l'institution qui promeut la langue française, etc. J'ai plus le nom, mais je vois de quoi tu parles. L'Institut français, c'est ça. Pas quoi. Ils font plein de trucs. T'as si tu veux par exemple acheter des livres en français, c'est un espèce de marché un peu éphémère qui récupère des livres et chaque mois qui revient vendre des livres en français, machin. C'est très cool, tu vois. Donc t'as quand même des trucs qui sont faits. Et après, donc c'était pour les locaux, etc. La vie sociale avec les locaux, comment ça se passe, les rencontres? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as dû faire plusieurs pas en avant pour pouvoir rencontrer des gens? Ou au contraire, est-ce que tu es tombé sur des communautés assez ouvertes? J'imagine particulièrement plus dans la car culture, vu que c'est ça le domaine d'activité. En fait, alors après, encore une fois, je suis pas le meilleur exemple parce que, comme je te dis, j'ai mis 3 ans avant de commencer à parler un peu. Et c'est vraiment pas c'est quelque chose dont j'ai honte. J'ai vraiment pris trop de temps à m'y mettre et voilà. Parce que j'étais dans mon petit confort j'avais des potes, des Français, j'avais des potes locaux japonais mais qui parlaient anglais ou même français, tu vois. Par exemple, les métis franco-japonais. J'ai pas mal de métis franco-japonais dans mon cercle d'amis. Donc c'est un peu la facilité, tu vois. Et du coup, en fait, les Japonais locaux que j'ai, c'est souvent amis que j'ai, des personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé ou qui parlent quasiment même pas japonais, tu vois.
c'est soit ami d'amis, Ouais. soit via un médium commun, tu vois. Ça peut être la caisse, souvent, tu vois, ce genre de truc. Souvent, c'est plus comme ça que tu fais des amitiés. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple d'avoir un médium commun, tu vois, que ce soit quand je vais jouer au basket ou quand on fait, tu vois, le drift ou machin. C'est des mecs avec qui tu as une passion et tu as un socle commun tu vois. C'est ce que j'allais dire, comme il y a un grand respect de la passion des uns et des autres, ça doit vraiment être le médium qui fait qu'on se retrouve, comme tu dis, que ce soit le basket, les voitures, les animes ou quoi que ce soit qui soit lié à la culture ici, qui fait que tu te retrouves et que les gens ont envie d'échanger, de partager autour de ça, quoi. Exactement, et j'ai l'impression que déjà de base, même entre japonais, ils ont un peu ce truc, tu sais, où t'as l'espèce de cercle, en gros, leurs potes de fac, ils traînent qu'entre potes de fac, et alors après, je grossis le trait encore une fois, hein. Je pense que c'est beaucoup plus vrai dans les grandes villes qu'à la campagne, où c'est peut-être moins le cas. Mais en tout cas, à Tokyo, moi, de ce que j'ai vu, c'est comme ça, tu vois. C'est, par exemple, je sais pas, si on sort avec les gars du basket, il y aura pas de personne, tu vois, le mec du basket, il va pas ramener ses potes de la fac dans un truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de... Ils traînent dans des cercles, quoi. En gros, ils ont leurs potes de la fac, leurs potes du basket, leurs potes des voitures. Et au final, c'est difficile de mélanger, tu vois, un peu ce truc-là, quoi. Par exemple, j'ai aussi des potes japonais, soit c'est plus des potes de mon groupe franco-japonais, où en gros, je les vois que dans ce cadre, tu vois, on sort et... c'est juste les mecs avec qui ils sortent, tu vois. En fait, on ne se voit jamais en dehors de ce comment dire, de ce cercle-là, de cette activité, entre guillemets, tu vois. En vrai, c'est pas si différent que la France non plus, tu vois. Moi, je me rends compte, là que tu me dis ça en y repensant, les potes avec qui je traîne, ça va être tout le temps les mêmes personnes dans les mêmes délires. Et j'ai d'un côté le boulot, d'un côté les passions. Même dans des passions, si c'est pas une passion commune, on va pas, comme tu dis, tu ramènes pas tes potes du foot à une soirée électro ou quelque chose d'autre, quoi, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu as ajouté? Un petit mot de la fin, quelque chose, un petit message à faire passer? Lâche-toi, fais-toi plaisir. Si vous, alors, je sais pas trop qui verra ça et quel genre comment dire, les hobbies, les attraits, les intérêts des personnes qui regarderont ça, mais si vous voulez monter des business, que ce soit au Japon ou n'importe où, tu t'en fais une montagne. Alors après, c'est du taf et du stress et tout, mais tu te fais une montagne il y a tout un tas de trucs où on se dit, oh, vas-y, la flemme, j'y arriverai jamais, c'est trop long, c'est trop chiant, machin, il y a trop de trucs à faire. Et en fait, il faut juste découper le truc en mini-objectifs, tu vois, petit à petit, et pas voir que le produit final où tu as l'impression que tu vas jamais y arriver parce que c'est trop loin. Et ça marche, je pense, pour tout, que ce soit les études, monter des boîtes, tu vois, j'en sais rien, tout, n'importe quoi. Et s'il y a des personnes qui veulent s'expatrier dans les personnes qui regardent ce que tu fais, faut foncer, les gars. Faut foncer. Après, la France, c'est très bien, mais si vous avez envie de voir ailleurs, d'aller voir ailleurs, faut le faire le plus tôt possible. Ouais. C'est sûr. C'est pas quand ta femme et enfant que tu bouges, c'est plus compliqué après. Donc, faut y aller, les gars. Je reviendrai sur un petit truc aussi. Tu me disais tout à l'heure, tu as commencé par les tours sur Airbnb. Ça t'a permis ensuite de monter ta boîte et d'avoir même des employés sur ça, d'être plus en place. Et parce qu'on l'a peut-être pas assez abordé dans la question d'avant, mais il y a encore une évolution là-dedans, c'est-à-dire que des tours à Tokyo, tu essayes d'exporter le truc pour aller faire voir la culture drift un peu plus à l'extérieur de la ville et potentiellement, tu me disais, acheter des véhicules et développer ça encore plus loin avec une école de drift, des choses comme ça. Donc voilà, juste pour reprendre cette idée, comme tu viens de me dire, de step by step. Step by step, exactement. Petit à petit, c'est mieux de... En fait, il y a des gens qui arrivent à le faire. En gros, ils ont un espèce de but final et ils font un espèce de... Comment dire? Ils arrivent à structurer le truc dans leur tête. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, ça les bloque, dont je fais partie, tu vois. Et je rencontrais pas mal de personnes comme ça. Ils me disent, ouais, mais tu sais, tu vois que les problèmes que ça va amener. Et en fait, je pense que le vivre au Japon, c'est ce que ça m'a, entre guillemets, tu sais, tu deviens meilleur en résolution de problèmes. Vu que ton quotidien, c'est que ça, tu vois. Quand tu arrives dans un nouveau pays, les kanji, le truc, tu vois, tu peux vite être perdu. Et en fait, tu as ce truc de... Toute ta journée, c'est le truc le plus banal, genre aller te faire un forfait de téléphone quand tu viens d'arriver.
et bah tu trouves des solutions, tu sais, genre. Et tout est comme ça tout le temps. Et en fait, du coup, après, t'as un espèce de truc. Ta vie, c'est que résoudre des. Mais pour tout le monde, que tu sois quand t'es en France, c'est pareil. Sauf que ici, c'est pour des trucs vraiment basiques, tu vois. Et en fait, t'as ce truc où t'as l'impression que tout ce qui te paraissait impossible ou insurmontable avant, tu te dis, bah en vrai, c'est le quotidien, c'est normal. Genre, et du coup, bah, tu fais 10 fois plus de trucs que ce que tu pensais être capable de faire. Et ça, je pense que vivre à l'étranger, pour ça, ça aide. Ça aide beaucoup. De ouf. Ouais, je me suis un peu éparpillé, je sais même plus trop en parler à la base, mais. Ici, du développement d'entreprise, et effectivement, de devoir faire step by step, même les choses les plus simples, te fait rendre compte que effectivement, voilà, tu peux y arriver, et petit à petit, les choses, elles viennent. Ouais. Si. Le site sur lequel on peut réserver, c'est octane-team.com. Yes. Voilà. Et le Instagram, octane-tokyo, c'est ça? Du bas, alors je sais pas comment on dit. Ouais. Du 8. Underscore. Mais j'ai fait trop d'anglicisme dans la vidéo et du coup ça va. On va internationaliser cette vidéo, pas bien grave. je voulais éviter, mais en fait c'est horrible, il y en a partout. Bon bah au top, je te remercie Louis, sympa. Ouais, C'est cool ce petit témoignage. Merci à toi.